Moi je m'appelle Rosen, je suis étudiante en première année au Mirail à Toulouse. Je suis en première année d'économie sociologie. Et à côté du coup je suis militante au NPR Révolution Permanente et aussi au collectif féministe du Pain et des Roses. Et c'est là où d'ailleurs j'ai commencé à militer du coup quand je suis arrivée sur la fac. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais végane, que j'étais plutôt politisée justement par l'écologie, la crise climatique, etc. Et du coup dès que je suis arrivée à la fac j'avais un peu envie d'en savoir un peu plus. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait une réunion qui était une réunion publique qui était organisée par le NPA, qui était sur justement l'écologie, etc. Et donc j'y suis allée. Et c'est là où j'ai rencontré du coup les camarades du NPA Révolution Permanente et où j'ai commencé à me politiser encore plus et bien plus largement que l'écologie. Et en fait, je me suis rapidement vue voir qu'en fait, c'était pas du tout cool d'être étudiante, qu'en fait, à côté, bah, tu dois avoir un petit boulot. Et notamment, c'était pendant toute la période où Anas, du coup, un étudiant de Lyon, s'était immolé. Et donc du coup il y avait eu même voilà, plein de libération un peu de la parole de tous ces étudiants qui vivaient la précarité, qui en fait ne s'en sortaient pas, qui finissaient pas le mois et qui en fait même en venaient à avoir des pensées suicidaires. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup touchée à cette époque-là. On avait fait des assemblées par bâtiment, par UFR, auxquelles j'avais pu participer, qui m'avaient beaucoup touchée. Et même après, du coup, il y avait aussi le 5 décembre, où on a commencé toutes les manifestations contre la réforme des retraites, auxquelles j'avais participé au cortège étudiant notamment, parce qu'en fait, nous, voilà, on disait que ça nous concernait directement, et ça m'avait beaucoup politisé toute cette vague en fait d'étudiants en fait qui sortaient dans la rue et qui se mêlaient en fait au secteur, enfin même aux travailleurs en fait qui sortaient aussi pour la même chose. Et c'est vraiment, enfin ma première année de fac en fait c'est une année qui m'a énormément politisée et qui m'a fait rentrer un peu dans le grand bain de toutes les luttes qu'on peut voir en fait depuis bien plus longtemps, mais moi que je vois en tout cas depuis l'année dernière. Et donc du coup après en plus il y a eu bah, voilà, le premier confinement avec la crise sanitaire. Moi j'étais un peu perdue, je me souviens pendant ce premier confinement, c'était la première fois en fait. Maintenant on en a vécu des confinements, mais voilà. Et puis bah, c'était aussi la première fois où j'ai dû vraiment me salarier parce que j'arrivais plus à finir les fins de mois. Et donc j'ai cherché plusieurs boulots, toutes mes journées en fait du confinement je les ai passées à faire ça. Et il y avait personne qui recrutait forcément, vu que plein de choses étaient fermées. Et donc la seule boîte qui embauchait, ou en tout cas qui m'a embauchée, c'était Chronodrive. Donc c'est un drive d'une entreprise de Auchan, donc les Muliez. C'est un drive de course en ligne en fait. Et du coup, Chronodrive embauchait plein de personnes. Moi quand je suis arrivée, même ils avaient embauché des intérimaires, tellement l'affluence elle avait tellement augmenté. Et donc moi ils m'ont prise directement, et puis en plus c'était en 12 heures, donc je pouvais essayer de concilier mes études à côté. Et donc ma première journée, je me souviens, c'était trop oppressant parce qu'en fait il y avait énormément de monde dans les rayons. Donc en fait on a un caddie et tous les caddies en fait ils se tapent dedans, et vu qu'on a des statistiques, qu'on est tout le temps chronométré, faut aller le plus vite que possible. Donc en fait si par exemple il y a une personne devant qui est en train de faire une commande et qui nous bloque, bah en fait ça se gueule dessus dans tous les sens, et vraiment t'es sous pression en fait, parce qu'en plus il y a des sonneries qui retentissent dans le magasin tout le temps. Et donc en fait c'est pour nous dire combien il y a de clients qui sont sur les quais, combien de clients qui attendent, combien ça te fait de minutes qui sont là. Moi une fois je suis arrivée dans l'entreprise, mon manager il m'a dit bon Rosen, aujourd'hui là c'est le rush, donc tu te prépares à courir, à grimper, à sauter, nan. Alors qu'après on nous fait signer des papiers quand on arrive nous disant que jamais on grimpera sur des étagères et qu'il faudra toujours prendre un escabeau, que jamais on courra et qu'il faudra toujours marcher vite mais pas trop, enfin voilà. Et en fait, tu te rends compte que non, quand tu arrives dans l'entreprise, c'est des conditions de travail tout à fait différentes. Et en fait, même si tous mes collègues, ils avaient pu vivre le premier confinement avec vraiment des conditions de travail horribles, ils avaient même pas pu toucher la prime, alors que voilà, les Muliez, c'est dans le top 5 des fortunes françaises. Ils s'en sont fait plein les poches. Moi, quand je suis arrivée dans le magasin, mon directeur du magasin, il m'a dit on s'est fait 1 an de nouveaux clients en 1 mois de confinement. Donc ils sont vraiment, ça leur a plutôt profité qu'autre chose. Et mes collègues, ils ont eu le droit à la prime au rabais, quoi. Et alors qu'on nous l'avait promis à 1 000 euros. Et justement, donc moi j'avais un camarade qui travaillait déjà là-bas dans un autre magasin Chronodrive, et il avait fait tourner une pétition pour qu'on puisse avoir la prime à hauteur de 1 000 euros, comme on nous l'avait promis. Et donc c'est suite à ça d'ailleurs où moi je suis rentrée dans l'entreprise au moment où la section CGT Chronodrive elle a été montée, puisque du coup ce camarade en question, il avait bien vu, et avec d'autres collègues, ils avaient bien vu en fait que
il fallait quelque chose qui puisse nous organiser, qui puisse essayer de commencer à créer un rapport de force avec la direction pour les obliger justement à nous donner ces primes, les obliger à nous donner des bonnes conditions de travail. Et voilà, et c'est pour ça en fait que du coup cet outil-là il a été créé. Donc moi je suis arrivée, je me suis directement syndiquée parce que quand j'ai vu pendant le premier confinement les conditions de travail qu'on avait, quand j'ai vu les conditions de travail aujourd'hui qu'on avait aussi qui étaient dégueulasses, en plus en tant que femme, quand tu vas travailler en fait à Chronodrive, tu subis en fait des réflexions sur ton corps, sur tes vêtements, sur même tes relations, enfin sur tout en fait. C'est vraiment un climat sexiste qui est constant, qui est super oppressant. Moi je me sens une matinée où je suis allée travailler, il y avait 5 hommes je crois avec moi, et du coup j'étais la seule femme à travailler avec eux. Et j'étais le jouet en fait, j'étais le jouet au milieu de tous ces hommes là. Et c'était en fait, on s'amusait à me regarder, on s'amusait à me poser des questions qui étaient super oppressantes, on s'amusait à me demander quelle position je préférais, qu'est-ce qu'on avait envie de me faire. Et ça c'était sous couvert de la blague, sous couvert de l'effet de groupe. Et une fois il y a une collègue du coup qui est venue me voir et qui du coup m'a demandé si j'étais syndiquée, parce qu'en fait c'était tout con mais je l'avais invitée à aimer la page Facebook CGT Chronodrive. Et elle m'envoie un message et elle me dit mais s'il te plaît, je t'en supplie, dis-moi que t'es syndiquée. Et du coup je lui réponds que oui, je lui demande de me raconter ce qui se passe, pourquoi elle est venue me voir. Et donc elle me dit que ça fait 3 ans qu'elle se fait harceler sexuellement. Elle mettait pas encore des mots dessus bien sûr, mais elle me raconte tous les faits et gestes qu'elle a pu subir, tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. Elle me raconte que sa sœur avant, sa sœur jumelle, elle travaillait dans le même magasin et elle me raconte qu'elle s'est fait violer par un collègue qui est toujours en poste. Elle me raconte que par ce même collègue, elle s'est fait agresser sexuellement et que ça fait 3 ans déjà qu'elle doit travailler à côté de lui et que ça fait surtout 3 ans qu'en fait il alimente des rumeurs à son sujet et que l'ensemble du magasin en fait participe à ces rumeurs. Et ça faisait déjà plusieurs années en fait qu'elle demandait la simple petite demande, c'était d'avoir un planning qui ne recroise pas le planning de son agresseur sexuel. Et elle me disait que voilà, ça faisait plusieurs mois qu'elle était allée voir le directeur en pleurs dans son bureau, qu'elle lui disait ce qui se passait, qu'elle lui disait qu'elle en pouvait plus, qu'elle lui demandait voilà, un planning en différé avec cet homme et qui refusait. Très clairement, il lui disait que non, c'était pas ses affaires et qu'il s'en fichait en fait. Elle voulait simplement partir avec un peu de dignité et avoir une rupture de contrat conventionnel, avoir des indemnités pour pouvoir se retourner le temps d'eux. Et donc elle me demandait en fait de l'aider pour avoir cette rupture de contrat conventionnel qu'on lui refusait jusque-là. Donc nous c'est ce qu'on a fait, bien sûr on l'a aidé dans ça, on l'a accompagné individuellement lors d'entretiens avec la direction et on a réussi à avoir cette rupture de contrat. Moi j'ai des collègues qui m'ont dit qu'elles s'étaient fait toucher dans le magasin, mais qu'en fait c'était banal en fait, c'était devenu totalement banalisé. Il y a d'autres collègues d'autres magasins qui m'ont dit qu'en fait au micro, donc un micro qu'on entend dans tout le magasin, clairement on demandait en fait un tel montre-moi ça, un tel t'as mis une petite jupe aujourd'hui, j'aime bien, au micro du magasin. Et c'était en fait normal, c'est voilà, encore une fois, sous couvert de l'effet de groupe, de la blague. Et c'est de là en fait où on a commencé avec d'autres femmes à déjà se mettre en solidarité avec cette femme qui subissait du harcèlement sexuel depuis des années, mais surtout à vouloir libérer la parole, à se dire que non, c'était pas normal en fait qu'on a à subir tout ça, et à vouloir un peu s'organiser face à ça. Et pour moi, c'était en plus un vrai défi parce que bah voilà, comme toutes les femmes, moi j'ai subi du harcèlement sexuel, j'ai subi des agressions sexuelles, et comme toutes les femmes, j'avais pas l'habitude moi non plus de relever la tête et de vouloir libérer ma parole. Et et en fait là je devais être la meuf syndicaliste qui en fait devait aider justement bah, soit la victime mais aussi toutes les femmes qui commençaient à relever la tête et qui commençaient à dénoncer ce qui se passait. Et je devais être celle qui avait le plus confiance en ce qu'on était en train de faire. Et du coup, tous les jours, en fait, j'allais pas au travail juste pour travailler et pour utiliser mes mains et mes bras, mais en fait, je devais aller au travail pour même confronter en fait mon directeur, confronter en fait mon collègue violeur. Et c'était quelque chose où en fait, même moi, je sais que ça m'a permis de prendre confiance en ma force en tant que femme. Ça m'a permis de prendre confiance en ce qu'on était en train de faire avec toutes mes autres collègues. Et je suis super fière en fait aujourd'hui, parce que ça a été un défi, je pense, pour nous toutes, de devoir voilà, libérer notre parole, se réunir sur notre temps de vie personnel, déjà voilà, qu'on cumule en fait les doubles journées en tant qu'étudiante et travailleuse. Et en fait, on a dû prendre de ce temps-là personnel pour se réunir entre nous, se rendre compte qu'on n'était pas toutes seules, dire en fait c'était quoi nos conditions de travail
et commencer à s'organiser réellement face à ça, commencer à réellement confronter tout ce qui se passait, tout le sexisme qu'on pouvait subir, mais aussi trouver nos propres solutions. Et c'était quelque chose, c'était une expérience qui moi m'a beaucoup fait avancer, je pense même personnellement, mais aussi politiquement, en tant que féministe, en tant que jeune femme. Mon directeur de magasin, il m'a dit texto, Rosen, tu sais, on pourra pas faire quelque chose pour chaque Maoku. Enfin, ça montre en fait tout le mépris que notre directeur il avait pour ces questions de sexisme et en fait nos conditions de travail en tant que femmes. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a formulé nous nos revendications. En fait on savait nous en tant que femmes c'était quoi nos conditions de travail, c'était quoi nos journées de travail, c'était quoi qui allait pas, c'était quoi en fait combien on était payé par mois, c'était quoi même voilà travailler avec telle ou telle personne. Et ça c'était pas notre directeur qui allait le savoir. Ceux qui faisaient en sorte qu'on subisse du sexisme, ceux qui faisaient en sorte en fait qu'on continue à se taire, ceux qui nous proposaient seulement la démission quand on dénonçait ce qui se passait, bah en fait c'était nos directeurs. Et ceux qui nous sucraient les primes pendant le premier confinement, c'était nos directeurs aussi. Ceux qui nous payaient une misère, c'était aussi nos directeurs. Et on savait en fait qu'avec nos collègues hommes, en fait on était dans le même camp, entre guillemets. On était dans le même camp où on savait très bien que nous, par contre, nos collègues hommes, ils n'ont pas forcément intérêt à nous harceler sexuellement. Par contre, avec nos collègues hommes, on a le même intérêt justement d'être payés bien à la fin du mois, de pouvoir finir notre mois tranquillement, de pouvoir avoir le frigo plein et payer son loyer. Et donc on savait très bien que c'était avec eux justement qu'on devait s'allier pour pouvoir avoir ces revendications-là, pour pouvoir les arracher et imposer le rapport de force. Et c'est pour ça justement que nous en fait on faisait ces commissions de femmes-là, qui étaient bien sûr du coup en non-mixité, mais après on faisait aussi des réunions plus larges avec des collègues hommes aussi, sur justement nos conditions de travail et le combat qu'on avait envie de mener. Et c'est d'ailleurs dans cette trempe-là en fait qu'on a fait notre première journée de grève, qui était le 27 mars et qui a réuni plus d'une vingtaine de collègues sur plusieurs magasins. Et c'était la première journée de grève de l'histoire de l'entreprise et c'était assez fou parce que moi il y a 3 mois de toute manière moi-même j'aurais dit il n'y aura jamais de grève à Chronodrive parce que quand on voit même en fait toutes les conditions de travail qu'on a, voilà, on cumule des doubles journées, on a nos études à côté, donc on n'a pas que notre travail même dans la tête. On est payé une misère, on se casse le dos, il y a un énorme turnover. Moi mes collègues ils restent en moyenne 6 mois dans l'entreprise, donc on se connaît pas du tout, enfin, il y a plein de personnes aussi qui sont en période d'essai, donc c'est vraiment très compliqué, on est très jeunes, on a 18, 19, 20 ans, moi-même j'aurais dit il n'y aura jamais de grève à Chronodrive et pourtant on l'a fait. Des jours de gens même qui me connaissaient pas et qui me souhaitaient toute la force et qui me donnaient en fait de la solidarité, et ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis en fait de convaincre mes collègues, c'est ce qui m'a permis de me donner de la force face en fait à ma direction qui est là en train de nous regarder, et ça c'est grâce à vous, à tous les soutiens extérieurs, qui justement en fait où il y a eu 20 000 personnes qui ont signé une pétition pour moi, où en fait on a une caisse de grève qui a récolté plus de 3 000 €, qui a permis aussi à mes collègues en fait aujourd'hui d'avoir la sécurité de pouvoir avoir quelque chose dans le frigo et de pouvoir se payer son loyer et de pouvoir se mobiliser aussi. C'était une grève en plus qui était très belle parce que c'était une grève féministe, c'était une grève justement suite à mon licenciement, où en fait aujourd'hui voilà, l'entreprise elle invoque un tweet que j'ai fait sur le gaspillage alimentaire de Chronodrive, où du coup elle me dit que j'ai abusé de ma liberté d'expression. Elle me dit que voilà, j'avais pas le droit de critiquer légitimement en plus parce que c'est la vérité en fait ce que j'ai dit dans mon tweet. Et ils en ont profité pour me licencier pour faute grave. Et en vrai surtout on sait que voilà, que c'est pas ce tweet là qui légitime en fait mon licenciement, c'est surtout qu'ils veulent se débarrasser de moi aujourd'hui. Ils veulent se débarrasser en fait d'une femme qui relève la tête face à ses conditions de travail, que ce soit sur le sexisme ou la précarité en fait de nos conditions de travail. Et ils en ont profité en fait. Et donc moi mes collègues ça les a révoltés. Tous en fait savaient très bien que c'était surtout pour mon activité syndicale en fait qu'on m'a licenciée. Et donc c'est dans cette trempe là en fait qu'on a fait cette première journée de grève. Et en fait tous mes collègues ils portaient en fait cette voix justement de ne plus se laisser faire par le patron, de ne plus subir le mépris du patron, de ne plus subir en fait en tant que femme le sexisme en se taisant. Et c'était une grève qui était très belle, qui a réuni aussi 200 personnes devant mon magasin le même jour, justement en soutien à ces grévistes là. Et moi du coup lors du rassemblement j'étais super fière en fait de voir qu'il y avait des organisations syndicales et féministes côte à côte, parce qu'aujourd'hui en fait on assiste à une division totale en fait entre les syndicats et les organisations féministes sur les questions des oppressions. On voit en fait que nos syndicats et principalement nos directions syndicales, elles se limitent simplement à parler en fait des augmentations des salaires et des licenciements, et notamment à les négocier en plus avec des représentants du patronat ou à Matignon. Et à côté on a aussi des organisations féministes qui se construisent sur les bases d'un féminisme qui s'est construit depuis en fait des dizaines d'années en extériorité des syndicats et des partis. Et c'est une contradiction énorme en plus quand on voit qu'aujourd'hui
la moitié de la classe ouvrière c'est des femmes, mais que le principal combat féministe, il se mène dans la rue et absolument pas dans les entreprises. Je suis pas une femme différente le 8 mars quand je vais dans la rue, ou quand je vais dans ma fac, ou quand je vais à mon entreprise, et que soit l'aspect syndical, féministe ou étudiant, en fait ils doivent plus être découpés. Et c'est pour ça que nous avec Révolution Permanente et Du Pain et des Roses, on lutte pour construire des syndicats qui soient combatifs et qui prennent en charge la question des oppressions. Mais aussi parce qu'on sait que le patriarcat c'est à toutes les échelles, nous on lutte en fait pour que les femmes elles soient indépendantes économiquement. Parce que c'est une des conditions en fait principales pour qu'une femme qui soit victime de violence dans son foyer ou victime de violence dans son travail, comme on a pu voir à Chronodrive, en fait c'est une condition, en fait la condition pour qu'elle puisse partir et s'échapper de ce foyer ou de ce travail violent, c'est qu'elle puisse être indépendante économiquement. Et c'est pour ça que nous on veut pas qu'il y ait un seul salaire qui soit en dessous de 1800 €. C'est pour ça que nous on veut que toutes les femmes et tous les hommes en général, ils aient en fait des CDI. Il faudrait aussi qu'il y ait un plan d'urgence qui soit financé grâce à un impôt fortement progressif sur les grandes fortunes, comme en fait les muliettes qui se sont fait des millions sur notre dos, pour pouvoir justement ouvrir des centres de refuge pour les femmes, ou même des centres de soins et d'accueil pour ces femmes victimes de violences dans leur foyer ou dans leur travail. En fait, toute la situation que moi je viens de décrire, qu'on peut vivre en fait avec nos conditions de travail à Chronodrive, ou moi en fait dans ma vie en tant qu'étudiante précaire, c'est pas une situation qui est isolée. C'est la situation aujourd'hui en fait de tous les jeunes, ou même en fait de tous les ouvriers qui aujourd'hui vont au travail en première ligne en fait de la pandémie. Pendant qu'en fait les étudiants ils crèvent toujours la dalle, ils arrivent toujours pas à finir leur fin de mois, pendant qu'en fait on est 1 sur 3 à avoir perdu notre taf pendant le premier confinement, les riches ils s'en mettent encore plein les poches. Les milliardaires ils continuent à se faire des millions. Il y a encore plus de riches aujourd'hui qu'avant la pandémie. On a Chalençon en fait qui fait des repas à 400 balles avec ses potes riches. Moi en fait 400 balles c'est mon revenu pour le mois. Et aujourd'hui oui en fait on nous appelle la génération sacrifiée. Mais en fait on n'est pas sacrifié à n'importe quel prix, on est sacrifié pour les profits du patronat. Et moi bien sûr que oui je suis la génération sacrifiée aujourd'hui. Par contre je suis surtout la génération qui n'est pas résignée et qui a plus que jamais envie de relever la tête et de lutter. Moi j'ai foi en fait dans notre lutte aujourd'hui, j'ai foi dans la lutte en fait des jeunes, des femmes et des ouvriers en général. J'ai plus que jamais envie de me battre parce que je suis énervée en fait contre tout ce système et toute cette logique qu'on subit. Moi si aujourd'hui je suis loin d'être résignée, c'est parce qu'en fait je vois qu'à l'échelle internationale, depuis des années en fait il y a des femmes qui sortent dans les rues, que ce soit en fait les géantes Marie Verte qu'on voit en Argentine pour la légalisation de l'avortement, ou alors en Pologne, aux États-Unis, au Brésil, des femmes qui sortent contre des gouvernements réactionnaires. Que ce soit en fait aussi depuis 2016, depuis la loi travail, en fait des centaines de milliers de personnes qui sortent dans les rues pour exprimer leur mécontentement, mais aussi pour la lutte écologique, où en fait les jeunes aujourd'hui ils se politisent avec ça et ils font grève le vendredi dans leurs écoles pour sortir dans la rue, pour manifester contre la gestion aujourd'hui de notre planète, mais aussi en fait plus récemment avec BLM. Et en fait quand je vois toute cette colère qui s'exprime avec tous ces gens qui descendent dans la rue depuis des années, moi ça me donne foi justement dans la lutte qui est aujourd'hui la nôtre. Et aujourd'hui on n'a aucune organisation qui a même de nous proposer des perspectives pour cette colère. En 2017 on avait Mélenchon qui nous disait que voter la France Insoumise ça nous économiserait des kilomètres de manif. Mais nous en fait on veut pas économiser des kilomètres de manif en mettant un bulletin dans l'urne. Contrairement à la France Insoumise, on pense pas qu'en fait en mettant un bulletin dans une urne ou en passant par les voies institutionnelles, on pourra mettre fin à l'exploitation et aux oppressions. Nous on veut un parti révolutionnaire des travailleurs. Un parti qui dote d'un programme et d'une stratégie conséquente tous ces jeunes, ces femmes et ces travailleurs qui veulent en finir avec ce système. On veut un parti qui n'a aucune illusion dans les institutions et qui ne fait aucun compromis avec le patronat. On veut un parti qui se donne le défi de créer un rapport de force et de généraliser des exemples de lutte, comme on a pu voir à Grand-Puy, où les ouvriers eux-mêmes ont voulu récupérer la production pour faire une production qui soit écologique et en alliance avec la population locale. On veut un parti qui généralise l'exemple de Chronodrive, où en fait il y a eu une réelle alliance entre le mouvement féministe et ouvrier. On veut un parti qui se donne le défi de penser l'émancipation des opprimés. Et c'est pour ça que je soutiens la pré-candidature de mon camarade Anas du NPA aux élections présidentielles de 2022. Et ce projet-là, c'est un projet qui moi me redonne foi en l'avenir, dans lequel je crois, et j'ai envie d'inviter tous les jeunes, toutes les femmes et tous les travailleurs à venir construire ce parti avec nous, pour enfin en finir avec ce système de merde.